Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'ACV. Ouais, alors ça n'a rien à voir avec l'AVC. L'ACV, ça veut dire analyse du cycle de vie. Parce que l'AVC, ça veut dire quoi? Et cette analyse du cycle de vie est de plus en plus importante dans notre société. Ah oui, ça veut dire accident vasculaire cérébral. C'est dans le domaine médical. Hein. En plus, on va voir que dans le domaine de l'architecture et de la construction, cette analyse du cycle de vie est très différente d'un produit classique comme un stylo ou même une voiture. Donc à partir de cette vidéo, vous n'aurez plus aucune excuse et vous ne pourrez plus dire oh, « je ne sais pas ce que c'est que l'ACV ». À l'oral, ne dites plus jamais « je fais une AVC ». Je fais une ACV. C'est parti. Alors, l'analyse du cycle de vie, déjà, c'est quoi? En fait, c'est une étude de toutes les étapes de la vie d'un produit au niveau environnemental. Donc, on va étudier l'extraction, c'est-à-dire l'extraction par exemple d'un minerai, mais ça peut être aussi l'extraction en forêt de bois, donc on va couper nos arbres en forêt. Ensuite, il y a la transformation, la fabrication des matériaux de base, ça veut dire pourquoi pas des lingots, ou ça veut dire des planches. Ensuite, on va avoir l'étape de fabrication ou de mise en œuvre elle-même, c'est-à-dire je vais fabriquer, je vais construire ma maison, je vais construire mon meuble. Derrière ça, je vais l'utiliser pendant un certain temps. Et ça, suivant les objets, on l'utilise plus ou moins longtemps. On reviendra là-dessus. Et ensuite, il y a la fin de vie. La fin de vie, c'est recyclage, valorisation, où je jette, voilà. Et j'en rajoute un qui est le transport. Le transport, dans les cycles de vie, soit vous allez voir apparaître le transport comme une étape, ou alors elle va apparaître entre chaque étape. Voilà, c'est la même chose, ça veut dire la même chose, mais cette étape transport, évidemment, elle est importante. Donc ça veut dire qu'entre chaque étape, je peux voir apparaître la notion de transport, ou alors vous allez voir un bloc transport dans le cycle de vie, mais c'est la même chose. Alors, cette analyse du cycle de vie, j'ai dit qu'elle servait à étudier au niveau environnemental un produit. D'accord? Quelle est la dimension de ce produit? C'est tous les produits. Ça veut dire que je peux étudier un bouchon de stylo ou le stylo. Mais je peux aussi étudier, pourquoi pas, le bois qui forme une charpente. Du coup, je peux étudier la maison. Je peux étudier un quartier, une ville, le monde entier. Donc en fait, l'analyse du cycle de vie n'a pas de dimension réelle. Du coup, ce qui est important aussi, c'est ce qu'on appelle la frontière d'étude. La frontière d'étude, c'est la limite du système qu'on étudie. Alors, on le voit déjà quand on fait des projets. Quand on fait des projets, on délimite bien les choses. Mais il faut savoir que cette délimitation est aussi importante au niveau de l'analyse du cycle de vie. Il faut savoir ce que je veux étudier. Si je veux rajouter une extension sur ma maison et que je veux savoir quel est l'impact de cette extension, je ne vais pas m'amuser à faire l'analyse du cycle de vie de la maison. Ou alors peut-être pour comparer. Et j'ai dit comparaison. Donc là, l'analyse cycle de vie, attention, c'est un système, c'est une analyse qui est efficace par comparaison. Pour l'instant, dans les normes, on n'a pas de valeur maximum. On ne nous dit pas, voilà, la valeur maximum d'eutrophisation, c'est tant, etc. Non. Donc, pour l'instant, c'est par comparaison. C'est-à-dire que si je fais une analyse du cycle de vie de ma maison, je veux déterminer quel est l'élément le plus polluant. Et par rapport à ça, je veux le remplacer par quelque chose de moins polluant et ayant les mêmes caractéristiques. Et donc, c'est une comparaison. Donc, arrivez pas en disant, oui, alors ma maison a une énergie grise, j'en parlerai après, de 500 000. Comme ça. Il y en a qui arrivent comme ça. Mais ça ne veut rien dire. On ne sait pas ce que ça veut dire et on ne sait pas si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup. Donc, il faut comparer. Voilà. Il faut arriver en disant, avec du bois, j'aurai tant, avec du béton, j'aurai tant, donc je choisis lequel. Pour pouvoir comparer dans de bonnes conditions deux produits, il faut avoir les mêmes unités. Ça semble logique. Je ne vais pas comparer 30 kg de bois avec 3 mètres cubes de béton. Je ne saurais pas quoi en faire. Il va falloir trouver les mêmes unités. Mais il faut aussi trouver la même unité fonctionnelle. Et là, ça pose problème aux élèves. Parce que l'unité fonctionnelle, c'est l'unité par rapport aux fonctions que je vais demander à mon produit. D'accord? Je veux par exemple acheter une perceuse. J'ai le choix entre plusieurs perceuses, sachant que
dans mon étape de cycle de vie, il y a la phase d'utilisation. D'accord? Cette phase d'utilisation, avec ma perceuse, si c'est une perceuse électrique, je vais consommer de l'électricité. Est-ce que, en comparant mes perceuses, cette phase d'utilisation sera importante ou pas? Eh bien, tout dépend de mon unité fonctionnelle. Si c'est juste pour moi, pour la maison, et que je fais 10 trous tous les ans, bah, la phase d'utilisation est négligeable. Donc, je vais plutôt me concentrer sur les matériaux, la composition de ma perceuse, mes matériaux polluants. Par contre, si jamais je suis un professionnel et que je fais 400 trous par jour, là, ma phase d'utilisation, je vais consommer énormément d'énergie électrique et c'est cette phase-là qui sera prépondérante. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire prépondérante, il y a des licos, prépondérante sur les autres phases. Donc l'unité fonctionnelle, c'est très important. Et ça met en avant des choses qu'on n'a pas forcément vues au premier abord. Donc par exemple, je vais prendre 2 pots de peinture. D'accord? Les pots de peinture, il faut savoir que si vous regardez l'étiquette derrière, on a marqué des COV. D'accord? Ces COV, ce sont des pollutions de l'air. Quand on passe une peinture et qu'on sent une odeur, c'est les pollutions par COV. D'accord? Je prends un pot de peinture A qui a 45 grammes de COV, pot de peinture B, 90 grammes de COV. D'accord? Donc par défaut, s'ils ont la même quantité, 1 litre et 1 litre, je vais prendre le pot A, parce que le pot A, il a 2 fois moins de polluants. Voilà. Mais il ne faut pas que je m'arrête là. Parce que là, ça veut dire que j'ai simplement comparé pour 1 litre combien il y a de COV. J'ai une unité fonctionnelle qui est pauvre. Il faut que je regarde au niveau, je dirais, spatial et au niveau temporel. Je regarde l'étiquette et je me rends compte que le pot B, d'accord, il a 90 grammes, mais n'empêche que la peinture tient 2 fois plus longtemps. Au lieu de tenir 5 ans, elle tient 10 ans. Donc ça veut dire que dans 5 ans, il faudra que je remette une couche de pot A, et dans ce cas-là, je vais avoir pollué 2 fois 45 et 1 fois 90. Donc ça veut dire que les deux, finalement, polluent autant. Et je continue à regarder et je me rends compte qu'en fait, le pot de peinture B, d'accord, c'est le plus polluant à la base, mais il est 2 fois plus couvrant. Ça veut dire que le pot de peinture B, si je veux, il peint par exemple 2 mètres carrés. Le pot de peinture B va me peindre 2 mètres carrés et va tenir 10 ans. Donc ça veut dire que sur 2 mètres carrés, sur 10 ans, je vais polluer 90 grammes COV. Le pot de peinture A, il tient qu'un mètre carré 5 ans. Donc ça veut dire qu'il me faut déjà 2 pots de peinture A pour peindre mes 2 mètres carrés et il faut 2 autres pots de peinture A pour pouvoir tenir 10 ans. Donc ça veut dire qu'il me faut en tout 4 pots A, ce qui fait que c'est 4 fois 45, on est à 180. Donc on voit que si je choisis une unité fonctionnelle, moi je dirais la plus contraignante possible, surtout au niveau temporel, ça marche très bien ça, mais au niveau spatial aussi, et ben dans ce cas-là, je ne vais pas forcément choisir celui qui a priori était le moins polluant. Voilà comment ça marche. Et je ne m'arrête pas là, parce qu'au niveau de l'architecture et de la construction, je ne vais pas donner de réponse, et il va falloir que vous réfléchissiez à cette analyse fonctionnelle par rapport à ce que vous voulez, ce que vous traitez comme matériau. Parce que si vous traitez par exemple des isolants, vous avez choisi de la laine de verre, vous avez 20 cm de laine de verre, et vous voulez le remplacer par un matériau moins polluant, parce que la laine de verre, c'est quand même assez polluant. D'accord? Comment je fais? Est-ce que je compare au volume de matériaux? Est-ce que c'est logique? Non, c'est pas logique. Si je veux remplacer mon isolant, ma laine de verre de 20 cm par un autre matériau, qu'est-ce que je cherche? Je cherchais en fait à avoir une résistance thermique. J'ai mis 20 cm de laine de verre parce que ça m'apporte une résistance thermique bien précise. Voilà, j'ai 3,2 de résistance thermique grâce à la laine de verre. Du coup, si je veux remplacer par un autre isolant, eh ben, il va falloir que cet autre isolant tienne la même résistance thermique, pas le même volume. C'est pas ça qu'on cherche. On veut une résistance thermique dans mes murs. Donc ça veut dire que je vais refaire mon calcul avec, pourquoi pas, de la laine de chanvre, et puis je vais refaire tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça se trouve, avec un matériau qui à la base est moins polluant, je vais devoir peut-être mettre une plus grosse épaisseur. Donc il va falloir que je recalcule pour cette nouvelle épaisseur le volume de matériau et donc ensuite ses pollutions. Et là, on est sur une analyse cycle de vie qui est efficace parce qu'on a des paramètres qui sont très précis. Et ça marche pour tout. Bon, je vais m'arrêter là, au niveau de l'unité fonctionnelle. Je sais que ça vous pose problème, c'est pour ça que j'ai mis une petite couche, mais c'est peut-être pour moi le plus important, parce que si vous vous gaufrez dans l'unité fonctionnelle, c'est au début de l'analyse cycle de vie, l'unité fonctionnelle, si vous vous trompez là-dessus, tout sera faux. Voilà. Donc l'unité fonctionnelle, il faut prendre le temps de vraiment y réfléchir et de la créer. Maintenant, j'ai parlé d'impact environnemental. Un matériau, quel impact il a
sur l'environnement. Et c'est là que c'est le plus compliqué dans l'architecture pour l'instant. C'est parce que le bâtiment a du retard pour diverses raisons qui sont pas forcément c'est pas forcément fait exprès, c'est parce que le bâtiment la fabrication d'une maison ne se fait pas comme la fabrication d'un stylo. Un stylo, ben, je sais que si je vais utiliser du moulage, et ben, je vais avoir telle énergie grise, etc. J'ai dit énergie grise, donc j'y reviendrai après. Donc je veux dire par là, c'est que pour un stylo, très facilement, je peux déterminer quelles vont être les pollutions. Parce que je sais que je vais utiliser telle machine, que je vais utiliser tel matériau, et je vais y aller. Ça veut dire que par rapport à un fabricant, très facilement, je peux savoir ce qu'il va me donner comme impact environnemental. Pour une maison, c'est, excusez-moi du terme, le bordel. Pour une maison, calculer l'énergie grise, je vais revenir sur l'énergie grise, hein, mais bon, il faut que j'utilise, ou les impacts environnementaux, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que sur une maison, si vous changez de plombier, c'est fini, vous n'avez plus les mêmes impacts environnementaux au niveau de la plomberie. Un plombier, vous prenez le plombier A, le mec, il vient, il a ses fournisseurs, il vient, les tubes, ils sont dans un plastique, rien que ça, hein. Les tubes sont dans un plastique, le mec, il bosse super bien, il a quasiment aucun déchet, il peut vous donner à peu près la valeur de son énergie, de ses polluants, de sa pollution, de ses impacts environnementaux. Mais tant qu'il n'a pas monté tout son tubage, au final, il ne le saura pas réellement. D'accord? Donc ça, il y a deux soucis. C'est le mec, avec comment il travaille, et puis qu'est-ce qu'il utilise comme matériau. Par contre, vous reprenez un autre plombier parce que ça ne va pas. Le mec, il arrive, les tubes sont dans un carton qui est dans un emballage plastique ou à l'intérieur encore du polystyrène pour protéger. Il n'a pas déjà les mêmes polluants au niveau des emballages. Ensuite, il travaille comme un sale, il va gâcher du tube, il va couper de biais, il va falloir qu'il recommence, ça va être le bordel. Il n'utilise pas la même colle que l'autre plombier qui utilise lui une colle écologique. Donc au final, dans le bâtiment, la grosse difficulté, c'est de savoir par rapport aux différents corps de métier, comment je vais polluer, quoi. Il faut s'obliger à demander à tous les artisans quelle sera votre pollution. Et ça, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que dans le bâtiment, il y a aussi du retard, c'est parce que c'est très compliqué. On peut le faire pour les gros matériaux assez facilement, mais quand on rentre dans le détail, ça devient très 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 vite compliqué. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la construction, il y a un peu de retard. C'est une des raisons pour laquelle il y a du retard. Alors, une autre raison, c'est que les impacts environnementaux, c'est pas évident. Si vous regardez, si vous voulez comparer deux matériaux par rapport à leurs impacts environnementaux, les impacts environnementaux, il y en a une dizaine. Il y a l'eutrophisation de l'eau, il y a l'épuisement des ressources, il y a l'acidification. Il y en a une dizaine. Voilà, qu'il y a dans la synthèse, d'accord? Il y en a une dizaine, et cette dizaine d'impacts n'ont pas la même unité. Alors là, c'est la galère. Comment je fais pour savoir quel matériau je prends s'il y en a un qui a une meilleure eutrophisation et que l'autre, il a un meilleur épuisement des ressources? Meilleur dans le sens où il y en a moins. Comment je fais? J'en sais rien, ça n'a pas la même unité. Du coup, nous, on va utiliser l'énergie grise. L'énergie grise, c'est l'énergie consommée tout au long du cycle de vie du matériau. D'accord? C'est une énergie, son unité est en kilowattheure par mètre cube. D'accord? Alors on peut trouver d'autres unités, mais faites gaffe. C'est tout. Faites gaffe à ne pas ajouter des unités parce qu'on peut la trouver par rapport à la notion de masse, etc. Donc restez dans votre tête, kilowattheure par mètre cube. D'accord? Et du coup, le calcul est relativement facile. Je prends mon bâtiment. Alors, il faut calculer les volumes de matériaux. Ça, il faut connaître juste, c'est des maths. Donc, j'ai en bas, par exemple, je suis en béton. Je regarde mon béton. Quelle est sa pollution au niveau énergie grise? Ce n'est pas forcément toujours évident de trouver les valeurs, mais en cherchant, on les trouve quand même. J'ai mon béton qui est à tant de kilowattheures par mètre cube. Je calcule mon volume et je multiplie. Voilà, donc tout simplement, l'énergie grise de mon matériau, c'est égal à l'énergie grise je dirais par mètre cube de base, fois le volume. Voilà. Et je fais ça pour 4, 5 matériaux dans mon bâtiment, les 4 ou 5 matériaux les plus importants. Hein. On ne va pas s'amuser à aller calculer l'énergie grise des fils électriques qu'il y a dans le mur. Non, on n'est pas là, on n'a pas les capacités, et puis ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais on prend les matériaux les plus volumiques, ou ceux qui ont la moins bonne énergie grise par mètre cube, hein, parce que plus le chiffre est grand, moins on a une bonne énergie grise, et ensuite on fait ce calcul-là.
D'accord? Derrière ça, on voit qu'on est par volume. Et donc ça rattache ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la thermie, c'est que si j'ai besoin de 20 cm de laine de verre et si j'ai besoin de 40 cm de laine de chanvre, eh ben, ça veut dire que j'ai 2 fois plus de volume de laine de chanvre. Donc on voit qu'il faut bien calculer les choses correctement. Voilà. Cette énergie grise, vous trouvez des tableaux sur Internet, Wikipédia ou autre. Je reviens un instant sur les impacts environnementaux, parce que j'ai dit l'énergie grise, on peut trouver ça sur Internet, d'accord, sur des sites Internet. Les impacts environnementaux, où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, dans des logiciels, il y a certains logiciels qui peuvent les donner, ou sur des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Voilà. J'ai oublié d'en parler, j'en parle maintenant. Donc c'est des FDES. Les FDES, on peut les trouver sur la base IGNIS. Donc vous avez le lien, vous allez dessus, c'est la base IGNIS. Et donc vous allez rechercher du matériau. Ce qui est intéressant sur cette base-là, c'est que ce sont les fabricants qui vont créer ces fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Voilà, et ça c'est intéressant. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que ça va pas être facile forcément de trouver ce que vous voulez. Si vous voulez trouver absolument tel type de matériau, du pain par exemple, poutre en pain de 20 par 20, etc. Si aucun fabricant ne l'a mis, il n'y aura pas. Donc là, vous êtes bloqué. Si par contre le fabricant l'a mis, au moins vous pourrez dire je prends cette poutre-là de tel fabricant et vous aurez les impacts du fabricant. Donc les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, c'est très intéressant à utiliser. Un site qui peut être pas mal à utiliser mais qui est compliqué, moi je le trouve compliqué, c'est le site d'Elodie. Voilà. Et puis en plus il y a des mises à jour souvent, c'est pas... Voilà, vous pouvez aller faire un tour, ça peut être intéressant pour voir ça. Voilà. Donc pour Internet, hein, FDES sur la base d'IGNIS, à la rigueur Elodie, et puis derrière, vous allez sur des sites comme Wiki qui vous donnent l'énergie grise de beaucoup de matériaux. Pour finir, avant de lancer l'exercice, j'ai dit tout à l'heure que entre des produits de consommation, des biens de consommation, un stylo, un CD, un lecteur MP3, un téléphone, tout ce que vous voulez, un pull, et la construction, il y avait des différences. Et j'ai déjà dit qu'au niveau des différences, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de connaître les impacts environnementaux sur un chantier que quand je crée un stylo. D'accord? Parce qu'un stylo, encore une fois, je le produis en plus à la chaîne en batterie, j'en produis 100 000, et puis voilà, je connais assez facilement et assez bien mes impacts. Ça, c'est une première différence. Mais il y a une deuxième différence dont je n'ai pas parlé, enfin, je l'ai sous-entendu, c'est la phase d'utilisation. Voilà. Cette phase d'utilisation, sur le bâtiment, elle est beaucoup plus longue que sur d'autres produits de consommation. D'accord? Alors, une chaise en bois, ça se trouve, on peut la garder, si on y fait attention, on peut la garder toute sa vie. Donc, ça veut dire que la chaise en bois, finalement, elle va polluer quand on va la fabriquer, okay, parce qu'on va utiliser des outils, on va la transporter, par exemple, et puis elle va peut-être polluer quand je vais la recycler, parce que c'est du bois peint, on ne peut pas le recycler, donc on va le jeter, ou on va le valoriser en le brûlant, on va faire ce genre de choses-là. Donc la chaise en bois, en effet, la phase d'utilisation, il n'y a aucune pollution. D'accord? Une perceuse, c'est pareil. En effet, la phase d'utilisation, je vais consommer de l'énergie électrique, et ça va s'arrêter là. Et une perceuse, elle ne tiendra pas 50 ans. Enfin, ou alors vous allez acheter une très très belle perceuse. Par contre, une maison c'est donné pour au moins 50 ans. Et il y a des maisons qui tiennent 200, 300 ans. Donc ça veut dire que la maison, sa phase d'utilisation est très importante, parce que quand on utilise la maison, qu'est-ce qui se passe? On éclaire, on utilise de l'eau, on chauffe l'eau, on chauffe la maison. D'accord? Donc, la phase d'utilisation d'une maison est très importante. Et donc, là où je veux en venir, c'est que cette phase d'utilisation, pour diminuer, je dirais, son impact environnemental, on va respecter les normes. La norme RT 2012, okay, avec la consommation d'énergie primaire, qui est à 50 kWh par mètre carré par an, partout en France. D'accord? Ça, normalement, vous l'avez déjà vu. Ça, la RT 2012 donc, va se concentrer sur cette phase d'utilisation. Par contre, la phase de construction-déconstruction, c'est l'analyse du cycle de vie qui va se concentrer là-dessus. Donc pour la maison, quand on va faire une analyse du cycle de vie et qu'on va amener qu'on va déterminer l'énergie grise, il faut bien se rendre compte que ça va être surtout sur la phase de construction, déconstruction. Et pour finir, petit exercice. Vous êtes des champions.
en architecture, je le sais très bien. Donc du coup, je vais vous demander déjà dans cet exercice de faire le calcul d'énergie grise d'un mur, d'une maison. Voilà. Je vous donne beaucoup de choses, hein. Je vous donne les surfaces, je vous donne les volumes de matériaux, je vous donne les énergies grises. Donc vous me faites un beau petit tableau, vous remplissez le tableau dans lequel vous allez déterminer l'énergie grise de tous ces matériaux. Quand ça c'est fait, eh ben, à vous de remplacer le matériau le plus polluant par un autre. Et là, je vais vous demander de déterminer l'unité fonctionnelle, parce que forcément, si vous décidez de remplacer le côté structure, quelle est l'unité fonctionnelle par rapport à ma structure? Si vous voulez remplacer l'isolant, quelle est en effet l'unité fonctionnelle de cet isolant? Ce n'est pas les mêmes. Donc, déterminez l'unité fonctionnelle. Derrière ça, choisissez un matériau moins impactant. Ok. Derrière ça, recalculez l'énergie grise finale de ce mur et concluez. Et dans la conclusion, j'aimerais que vous concluiez finalement sur le fait que l'analyse du cycle de vie, c'est un cycle. J'en dis pas plus, à vous de réfléchir pourquoi, pour moi c'est 2 cycles, en fait c'est un cycle infini. Et deuxième élément, concluez par rapport au choix des matériaux écologiques, qu'est-ce que ça va impacter en plus? Voilà. Qu'est-ce que ça va impacter? Sur quoi il faut faire attention? Vous allez remplacer ce matériau par un autre, qu'est-ce que ça va amener de bien et qu'est-ce que ça va amener de pas bien? Parce qu'il faut être clair, quand on fait un choix, il y a des choses qui ne changent pas, il y a des choses qui deviennent meilleures, il y a des choses qui deviennent moins bonnes. On ne peut pas trouver un matériau qui n'a que des avantages, c'est pas possible. Voilà, donc surtout prenez le temps de prenez du recul par rapport à ça et de bien expliquer. Si vous êtes capable de faire ça et de bien justifier, je pense que le bac est bien parti. Voilà, parce que finalement le bac c'est ça. C'est j'ai choisi ça parce que. Sur ce, j'ai tout dit, j'ai tout raconté, je crois, hein, cette vidéo est maintenant terminée, vous pouvez retourner à vos exercices. Voilà. N'oubliez pas de venir avec la synthèse et les exercices en classe, je vérifierai. Et sinon, je vous souhaite une bonne semaine, travaillez bien et à bientôt. Ah non, faut que je parte. Pardon, j'avais prévu que je partais, je pars. Salut!